on a décidé de rester sur place pour montrer aux maires qu'on était des gens responsables, puisqu'ils nous considèrent comme non responsables, puisque quand on a demandé d'aller quelques-uns à discuter avec eux au conseil de surveillance, ils nous l'ont refusé. Donc moi, ce que je voulais vous préciser un petit peu, et on va voir après, vous aurez... je suis en train de chercher comment je vais vous le présenter. Alors, premièrement, les usagers. Il y a 2 usagers qui participent au conseil de surveillance. Ces 2 usagers qui ne font pas forcément partie de notre comité, mais qui sont à l'écoute, qui ont été, je vous le rappelle, que les usagers qui sont au conseil de surveillance sont nommés par l'ARS. Hein, donc effectivement, on a peu de chance, nous, d'y aller un jour, parce que comme on critique, on n'est pas en odeur de sainteté. Donc ces 2 usagers ont pris en compte notre demande et ils vont lire un communiqué en réunion du conseil de surveillance. C'est ce qu'ils nous ont promis, donc on attend, on verra. Et dès que dès que les syndicats auront également discuté avec et exprimé leur communiqué au sein du conseil de surveillance, les professionnels qui sont en grève viendront nous rejoindre et nous feront part de leur communiqué. Donc voilà à peu près l'organisation qu'on a mis en place. En attendant, on voulait vous rappeler qu'en juin 2016, les élus du conseil de surveillance nous ont assuré se battre pour maintenir l'offre de soins, le nombre de lits et de professionnels. Si l'on se souvient de ce qui s'est passé depuis, nous sommes en droit de nous interroger sur leur réelle volonté de mettre ces excellents principes en application. Hier, les premières restructurations ont eu lieu avec leur lot de fermetures et de surcharge de travail pour les équipes. Aujourd'hui, et c'est la raison de notre appel, on regroupe 2 services, cardiologie et neurologie, en diminuant le nombre de lits et donc de professionnels. Je vous rappelle, ça fait à peu près une disparition d'une quinzaine de lits et d'une vingtaine de professionnels dans ce secteur. Ainsi, à la veille de l'installation de l'IRM, rendue possible grâce au combat de plusieurs associations, y compris la nôtre, puisqu'on a à plusieurs reprises mis le problème sur la table, on diminue actuellement le nombre de lits qui pourraient être utilisés. Excusez-moi, j'ai un peu froid. On diminue donc le nombre de lits de neurologie alors que l'IRM va être installé et l'espoir ainsi diminue d'être soigné à l'hôpital de Lannion. C'est-à-dire que l'examen IRM pourra être fait à Lannion, mais il faudrait probablement transférer ailleurs la personne, alors qu'il y a quelques années, l'hôpital était en mesure de gérer ce genre de situation. Quant au secteur de cardiologie, après renseignement, il faut patienter plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous. 3 à 4 mois, ça dépend. Et compter sur Saint-Brieuc, Rennes ou Brest pour envisager des interventions. Donc nous sommes loin d'une santé pour tous et d'une accessibilité à la santé pour tous. De plus, ces orientations aggravent le mal-être des professionnels. Et je pense qu'ils nous le diront tout à l'heure. D'autre part, et c'est l'autre point qui nous pose problème, on constate qu'il faut que pour certaines consultations, il faut se rendre à Saint-Brieuc. Ou, si la consultation peut avoir lieu à Lannion, le soin, lui, se fait à Saint-Brieuc. 80 km, je vous le rappelle. Pour le moment, les médecins de Saint-Brieuc, qui sont de Saint-Brieuc, acceptent de venir à Lannion. Mais qu'en sera-t-il quand la fatigue, la lassitude des médecins s'installera?
C'était très bienvenu parce que ça m'a permis de tourner la page. Donc notre réaction est à mettre en perspective avec les informations venues de toute la France et notamment des 243 comités de défense regroupés au sein de la coordination nationale, et je vous rappelle que nous faisons partie de cette coordination nationale maintenant. Fermeture de lits, voire de services, fermeture des urgences, fermeture de maternités, EHPAD saturés et dont les tarifs deviennent prohibitifs pour des retraites souvent modestes et pour un accompagnement qui n'est pas à la hauteur des besoins ni de la conscience professionnelle des salariés. Grands hôpitaux comme petits hôpitaux, EHPAD, psychiatrie et l'ensemble des établissements de santé, tous sont concernés. C'est bien un problème national. D'ailleurs, cette semaine, le gouvernement rejoint notre analyse, mais les solutions ne sont pas celles que l'on est en droit d'attendre. Ainsi, si on regarde la généreuse donation de 50 millions pour les EHPAD, quand on regarde, ça fait 85 € par résident et par an. Alors que le prix de journée est d'entre 55 et 90 € par jour. On nous a annoncé l'augmentation des budgets de l'hôpital, 2%. Parallèlement, les charges, ce qu'on appelle les charges, mais qui sont en fait les cotisations et les autres points, mais aussi les charges de travaux et autres, augmentent, eux, de 4%. Je pense qu'il y a des problèmes de calcul à reprendre, et effectivement, même au gouvernement, ils ne sont pas doués en maths. On nous promet la création de commissions, de travaux. Je vous rappelle ce qu'on disait d'une commission pour enterrer un sujet, il n'y a rien de tel. Pour l'hôpital, diminution des tarifs, c'est ce qui nous est promis. Ce qui signifie en réalité une baisse des financements, puisque si on baisse les tarifs, le financement ne sera plus le même. Les agences régionales de santé qui représentent le ministère dans les régions, les ARS, s'ingénient à parler rentabilité, économie, à désorganiser les structures médicales, à refuser de prendre en compte le besoin des usagers, et n'en déplaise à M. Schmitt, directeur de Saint-Brieuc, directeur de Lannion, directeur du GHT, il y en a qui cumulent, n'en déplaise à lui donc, à faire des moyens humains la seule variable d'ajustement pour réduire les fameux déficits. L'avenir, nous allons, avec votre soutien, poursuivre notre travail. Et je tourne la page. Voilà. Donc, la première chose, c'est poursuivre votre information. L'information du public au travers de la presse, avec des réunions publiques. Nous allons essayer de programmer dans les mois qui viennent des réunions publiques sur des sujets concernant l'hôpital. Notamment si effectivement il y a véritablement un rapport qui s'établit pour discuter de la santé en France, si ça le fait. En faisant connaître notre action auprès des élus. Et je crois qu'aujourd'hui, par votre présence, vous leur apportez un message certain. Participez prochainement à un rassemblement régional le 6 avril devant l'ARS à Rennes. Il est prévu, avec la coordination nationale et les comités de Bretagne, une manifestation, un rassemblement pour remettre en cause la politique de régression de la santé dans la région et en France. Nous serons présents et nous vous invitons à participer également au mouvement prévu par les EHPAD en mars prochain. La semaine dernière, il y a eu un travail qui a été fait. Il y a une manifestation, prise de conscience de la population et surtout des médias pour les EHPAD. Ça sera renouvelé en mars. Il faut que ça soit encore plus appuyé parce que c'est un problème essentiel pour nous.
avec les élus que nous devons convaincre de soutenir nos propositions. Nous devons infléchir la politique du gouvernement qui doit mettre à disposition de l'hôpital et de la santé en général les moyens financiers, techniques, humains dont on a besoin. La santé, c'est un droit fondamental pour nous. Merci. Nous avons sollicité les représentants des usagers pour exprimer ce communiqué. Depuis bientôt 2 ans, nous avons remis en cause la dette imposée à l'établissement, les difficultés du financement de l'hôpital, la suppression de lits et de postes qui accentuent le mal-être des professionnels. Cette semaine, le Premier ministre a repris les constats que nous faisions sans pour cela apporter les réponses attendues. Concernant la restructuration prévue, elle continue à nous interroger quand on sait que les délais de rendez-vous sont de l'ordre de 3 à 4 mois en cardiologie, que l'arrivée de l'IRM est censée permettre des soins sur place pour certaines pathologies neurologiques. De ce fait, les diminutions de lits vont porter atteinte aux besoins des Trégorois et la suppression de postes va provoquer des difficultés supplémentaires pour les professionnels. C'est pourquoi le comité de défense et de promotion pense qu'il s'agit là d'un mauvais coup porté à l'hôpital. L'éloignement des soins à 80 km du Trégor et les difficultés de remboursement des transports sanitaires ou des taxis aggravent la situation des habitants du Trégor. Le comité de défense souhaite vivement que les élus se positionnent clairement en faveur de la défense de l'offre de soins pour les Trégorois, en conformité avec les positions affirmées dans la motion votée le 3 mars 2017 et qui disait, entre autres, le conseil de surveillance ne peut avaliser dans l'État des suppressions d'emplois et exprime toute sa préoccupation. On voit qu'aujourd'hui, ils entérinent ce qu'ils ont critiqué avant. Et ils affirmaient par là même la nécessité d'un plan conservant l'ensemble de l'offre actuelle de soins. Malgré l'ostracisme dont on fait preuve aujourd'hui à notre rencontre, et fort des plus de 7000 signatures recueillies, nous continuerons à informer objectivement la population du Trégor sur les risques encourus par la santé publique. À Lannion, comme partout en France, la santé a besoin de moyens supplémentaires. Voilà le communiqué qui sera lu dans le conseil de surveillance qui a lieu actuellement. Je rajoute que vous avez pu constater dans la presse, et quand on parle d'ostracisme, vous avez pu constater dans la presse ces dernières 24 heures des articles, notamment très bien illustrés et au titre expressif, hein, le contre-feu, parce que quand on exprime quelque chose, eh bien la direction de l'hôpital sort des communiqués pour dire que c'est de notre faute si tout se passe comme ça se passe actuellement. Donc ne soyons pas dupes, on sait très bien comment la communication est un élément fondamental actuellement, et là on nous joue la communication à fond contre le comité. Donc à nous de transmettre, parce que nous on communique avec vous, vous communiquez avec vos voisins, avec votre entourage, et c'est certainement cette communication qui est la meilleure pour nous permettre d'arriver à quelque chose et pour nous permettre d'espérer obtenir une santé pour tous les citoyens et pour nous tous. Voilà. Nos représentants du personnel n'ont eu de cesse ces dernières années d'alerter la direction et les tutelles des risques psychosociaux encourus par les personnels. Malgré cela, la gestion à flux tendu se développe, mettant à mal les personnels de l'établissement. Les arrêts de travail s'additionnent. Nous recevons quotidiennement des témoignages de démotivation ou de stress de collègues. Le secrétaire du CHSCT pourrait en témoigner. Certes, comme il nous a été rappelé, les agents soumis à la mobilité ne perdent pas leur salaire,
Mais la motivation du personnel n'est pas avant tout financière. Elle repose sur des valeurs humaines, notamment le respect de l'autre, le souci de la qualité et de la sécurité du service rendu. C'est pourquoi ils s'inquiètent aujourd'hui des répercussions des restructurations sur leurs conditions d'exercice et sur la prise en charge des usagers. Au mois de mars, le conseil de surveillance avait adopté une motion. C'était l'année dernière, on s'était rassemblés, souvenez-vous. Dans cette mention, il est écrit qu'il exprimait toute sa préoccupation sur le devenir des emplois qui se trouveraient être concernés par le plan. En avril, les suppressions de postes se chiffreront à 40. Dans cette motion, il se disait très vigilant à ce que le traitement des situations des professionnels concernés par les mobilités forcées fasse l'objet d'un accompagnement spécifique. Cet accompagnement, étant donné la nature des postes vacants, ne suffira pas à éviter des mobilités subies et sources de démotivation. Le dernier paragraphe exprimait le respect à la fois des conditions de travail et de l'attention qui doit être portée aux patients. Qu'en est-il les jours où un service passe de 24 à 32 lits avec un effectif constant? Le dialogue social est-il renforcé lorsque les restructurations s'accélèrent? Il repose plutôt sur les disponibilités des uns et des autres. Nous demandons aux membres du Conseil, de se prononcer clairement pour ou contre la suppression de 15 lits, pour ou contre la destruction d'une vingtaine d'emplois. Le cas échéant, nous souhaitons la prise d'initiative de sa part pour le maintien des lits, la préservation des emplois et un retour à un climat serein de travail. Nous ne pouvons cautionner une logique de modernisation de l'offre de soins faisant fi de la fragilisation du personnel hospitalier. Nous ne pouvons croire à une simple adaptation des capacités de l'établissement à son activité lorsqu'on supprime des lits occupés à plus de 90%. La CGT a toujours manifesté son opposition aux éléments pouvant mettre en cause la nature de l'activité et l'autonomie d'un hôpital. Nous nous sommes prononcés en juillet 2016 contre l'adhésion de l'établissement au GHT d'Armor. Nous nous prononcerons aujourd'hui contre le projet de direction commune. Que préfigure-t-il? Pourquoi Lannion? Nous regrettons que l'autorisation n'ait pas été donnée aux usagers et élus le souhaitant de s'associer pleinement à la mobilisation du personnel. Merci.